Après avoir vérifié tous les chiffres et refait l'expérience plusieurs fois, Libet arriva à la conclusion que le cerveau projetait de l'information en arrière dans le temps. Effectivement, on avait besoin d'un temps concret pour arriver à la croûte sensorielle, mais le cerveau projetait l'information en arrière, de telle façon que la perception consciente était que le stimulus se sentait au même moment où le pincement s'effectuait. On a réalisé certaines études qui ont démontré que quand les gens commencent à bouger une main ou à dire quelque chose, il y a une activité dans le cerveau. Dans certaines cellules nerveuses du cerveau, même avant que les personnes ne soient conscientes de ce qu'elles veulent faire. Je crois que parfois je fais quelque chose et une fraction de seconde après, je décide quoi faire, mais je l'ai déjà fait. Je suis en retard. Revenez en arrière. Que se passe-t-il? Rappelez-vous, il est vide. Comment tu sais ces âneries? Je lis les BD du docteur Combien. Tout le monde pense que ce sont des trucs de gamins, mais ils sont réels. Alors, je fais de la magie sur le terrain. Ce que nous apprenons à l'école n'est pas exactement la vérité. Et en plus, les sens nous jouent des tours. On doit se demander, quelle est la réalité dans laquelle on se trouve? Les physiciens modernes disent que ce ne sont que des ondes d'information. Dois-je les croire? J'espère. Alors, je fais de la magie sur le terrain. Oui, moi je choisis toujours d'abord l'enfant prodigue. Le docteur Combien dit que tout le monde en a. Que tout le monde les utilise. Qu'on les utilise toujours. Chaque fois que quelqu'un regarde. Et ici nous avons le grand-père de tous les mystères quantiques. L'expérience de la double rainure. Pour comprendre cette expérience, d'abord nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur de derrière où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais, quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci. Deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes. Seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé, peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilité, passe par les deux rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux.
Elle passe par les deux rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des deux rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les deux. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Bille ou vague? Et des vagues de quoi? Et qu'a à voir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard. Nous sommes toujours l'observateur. Mais parfois, nous nous identifions autant avec les événements que nous perdons même l'aspect d'observateur. C'est pourquoi le matérialiste se perd et pense qu'on peut passer sans l'observateur. Les chiffres physiques nous démontrent qu'un objet est une simplification de ce que l'on appelle l'entourage. Quand nous observons les particules atomiques et subatomiques ou dans la matière atomique ou subatomique sous n'importe quelle forme, nous découvrons que notre manière d'observer et le choix de ce que l'on souhaite examiner changent les propriétés de ce que l'on voit dans ce que l'on appelle l'entourage. C'est cela l'observateur? Quelque chose de si compliqué pour la compréhension? Un monde insensé et étrange de particules quantiques et de leurs réactions? C'est cela donc l'observateur? Et même si nous ne pouvons pas obtenir une science quantique sans l'observation des scientifiques qui ont été jusque-là, qui l'ont découvert par couches, une après l'autre, tous deviennent observateurs. Aucun d'entre eux n'est d'accord de façon concluante avec toutes les théories de la science, parce que mathématiquement, ils la contemplent tous depuis des angles différents de la perception. Dans la mécanique quantique, nous ne savons pas nous situer dans le monde à nous-mêmes en tant qu'observateurs. Nous ne savons pas comment nous traiter à nous-mêmes comme observateurs, comme une partie en plus du système physique que nous décrivons. La seule façon que nous connaissons d'étudier la mécanique quantique, comme on l'entend traditionnellement, c'est en maintenant l'observateur en dehors du système qui est décrit. Quand on le met dedans, on se retrouve devant tout ce paradoxe. Et en mécanique quantique, nous nous voyons obligés de dire des choses comme « Regarde, le livre fait ce qu'il fait pour la mécanique quantique, et moi je le vois parce que je suis là et je le vois. Et c'est mieux que tu ne tentes pas d'analyser la deuxième partie de la phrase depuis un point de vue de la mécanique quantique, parce que cela ne marchera pas. C'est pour cela qu'il y a 2 lois de l'évolution des systèmes physiques. Une pour quand tu ne regardes pas, et une autre pour quand tu le fais. Mais c'est de la folie. Il est impossible d'arriver à mathématiser ou que l'on applique une formule mathématique à l'acte même dans lequel un observateur conscient trouve la réponse. Les gens disent, mais s'il y a des dispositifs de médiation, l'appareil l'enregistre et il est là, dans une cassette enregistrée. Mais si j'oublie une partie de l'équation, quelqu'un doit regarder la cassette. Et jusqu'à ce que quelqu'un la regarde. Sur la cassette, il n'y a rien. Quand tu ne regardes pas, il y a des ondes de possibilités. Quand tu regardes, il y a des particules d'expérience. Une particule que nous imaginons comme quelque chose de solide, en réalité existe dans ce qui s'appelle une superposition, une onde dépliée de positions possibles. Elle s'y trouve dans tout en même temps, mais au moment où tu la regardes, elle se met dans une seule des positions possibles. Il est facile de créer des situations dans lesquelles les équations du mouvement prévoient
que par exemple, l'onde de fonction, le psi d'un ballon de basket, se distribue de façon uniforme sur tout le terrain. Nous n'avons aucune idée de l'aspect que pourrait prendre un tel état. Selon la loi de la mécanique quantique, en théorie, c'est un état dans lequel la question n'a même pas de sens d'être formulée. Où est le ballon? Cela correspond, selon la loi de la mécanique quantique, à demander où est un ballon de basket dans la psi est réparti de façon uniforme sur tout le terrain. C'est l'équivalent logique de demander, par exemple, l'état civil du numéro 5. Vous comprenez? Il ne s'agit pas du fait que tu ne connaisses pas la réponse. Il ne s'agit pas que tu saches si le numéro 5 est marié ou pas. Pour commencer, la réponse est totalement inappropriée. Le numéro 5 n'a pas d'état civil.